Couchée dans un champ de Posidonie, Francine Kreis marque chaque expiration d'une bulle parfaite. Francine est championne du monde d'apnée dans cette discipline étonnante qui demande une concentration extrême, une maîtrise du corps et de l'esprit. Fascinée par les épaves, Francine a débuté l'apnée pour les approcher, les toucher. Non loin de Calvi en Corse, l'apnéiste va plonger sur l'une des 500 épaves recensées en Méditerranée. Un masque, des palmes, la mer. Et en toute liberté, elle plonge dans un nouvel univers. Dès que j'ai mis la tête sous l'eau, c'est parti quoi. Ça m'a plus lâché. Et chaque fois que je passais devant la mer, je me dis faut que j'aille dessous. Je crois que c'est aussi la couleur. Je sais pas pourquoi le bleu, le turquoise. Je peux pas passer devant sans me jeter dedans. Je sais pas pourquoi. Après quelques apnées d'entraînement, Francine plonge plus profondément. À moins 30 mètres, elle découvre un B-17 américain. Cette forteresse volante s'est posée ici en 1944. 7 des 9 membres d'équipage ont survécu. Je pense que j'ai commencé aussi l'apnée pour ça, c'est que je voulais profiter du silence des épaves. Ça fait des frissons. Donc voilà, je continue ma quête des épaves. C'est chimérique, c'est comme un fantôme, il y a tellement à dire sur les épaves. Il y a une âme, il y a quelque chose qui émane d'une épave. Il y a eu de la vie dessus, à un moment donné, de la vie humaine, il y a eu des rêves là-dessus, il y a des histoires qui se sont passées. Et nous, on retrouve sous l'eau, tout est prétexte à imaginer ce qui s'est passé. Et ce qui m'attire après, c'est le côté un peu fantomesque des choses. C'est-à-dire que ma première épave, profonde où je suis allée, je suis descendue dans le bleu, et l'épave, elle a surgi comme un... J'ai d'abord vu une ombre, et elle a surgi vraiment comme un monstre, mais comme quelque chose comme un château hanté. Et, ça m'a explosé au masque. Et après, je suis allée dessus et c'était juste magique. Parce que là, c'est une grande partie de cache-cache avec les poissons. C'est comme quand on est petit, qu'on construit des cabanes et qu'on essaie de se cacher, de jouer autour. À l'autre bout de la Méditerranée, d'autres plongeurs chassent les épaves. Archéologues sous-marins, Anne et Jean-Pierre Joncheret découvrent des trésors engloutis. Bateaux antiques ou vaisseaux de la marine royale. Anne est conservatrice du musée marin de Saint-Raphaël. Son mari Jean-Pierre, 70 ans, a inventé une 50aine d'épaves en Méditerranée. Il plonge ce matin sur un navire du XVIe siècle, une vieille connaissance. Les épaves de cette époque sont rarissimes. Elles se comptent même pas sur les doigts d'une main à tout casser. Alors qu'il y a des centaines d'épaves romaines, il y a peu d'épaves grecques, mais alors des épaves du Moyen-Âge et de la fin de la Renaissance, il n'y en a pratiquement pas. Jean-Pierre plonge depuis 50 ans avec le même matériel. Un vieux détendeur bien connu des plongeurs, créé par le commandant Cousteau et l'ingénieur Gagnant. La dernière fois, dans un club de plongée, il y a quelqu'un qui est allé le toucher, le Mistral. Il n'avait jamais vu ça. C'est un détendeur de 1945, inventé par le commandant presque lui-même et son ingénieur Gagnant. Ceux qui savent plonger disent que le Mistral est idéal. Pourquoi il est idéal? Parce qu'il donne de l'air à la demande, parce qu'il n'envoie pas de bulles sur le masque et dans les oreilles. Ben voilà, je crois que ça suffit qu'on Tellement toutes les qualités qui se fabriquent plus. C'est quand même étrange pour quelque chose d'extrêmement sophistiqué et de confortable, c'est qu'il n'y en a plus du tout sur le marché. Ce n'est pas leur première plongée sur cette épave, répertoriée depuis longtemps, mais ils souhaitent observer son évolution dans le temps. Les ancres, on les voit très très bien. Des canons, il y en a une dizaine au moins qui avaient été repérés à l'époque. Je ne suis pas sûre que là, on en voit plus de 2 ou 3. La Posidonie pousse, l'environnement marin évolue, mais on a finalement assez souvent intérêt à retourner
sur des sites qu'on a déjà vus, qu'on a déjà repérés. Que finalement, on se dit toujours qu'on croit avoir tout vu dans notre région, et puis la preuve que non. Alors évidemment, les épaves sont peut-être un peu plus profondes qu'ici, où il y a 25 mètres de profondeur, mais je pense que le patrimoine, il est loin d'être entièrement découvert. Anne et Jean-Pierre ont l'habitude de distinguer les traces du bateau. L'ancre du navire est emprisonnée dans une gangue de coquillages. Aurore, la fille de Jean-Pierre et Anne, met ses palmes. À 10 ans, elle ne nage encore qu'en surface et préfère les chevaux. La passion pour les épaves viendra plus tard. Une fois, ils avaient ramené des amphores, c'était marrant parce que sur le bateau, il y avait plein d'amphores et tout ça, c'était rigolo, quoi. Parce que je marchais un peu autour des amphores, il fallait faire attention de ne pas les casser, enfin, c'était marrant. Tout le monde était joyeux parce qu'en même temps, c'est comme si on trouvait un trésor, quoi. Les trésors remontés par Jean-Pierre et Anne sont destinés à la recherche et au musée. Nous sommes autorisés à les découvrir dans ces réserves discrètes de la Direction des recherches archéologiques sous-marines. Cette belle amphore de type Dressel 1C, je les connais toutes par cœur. Amphore très courante, 1er siècle avant Jésus-Christ, contenu du vin, et l'origine, la Campanie, le nord de Rome. Depuis 3 ans, les Joncherets explorent le Prophète, une épave du 19e siècle qui a sombré au large de Cavalère. Ils ont déjà remonté plusieurs dizaines d'objets et ont beaucoup appris sur le mode de vie des passagers. On se rend compte de ce que mangeaient, comment dînaient les passagers d'un paquebot au milieu du 19e siècle grâce justement à ces quelques bribes de vaisselle. Il y a de la belle vaisselle blanche, il y a de l'argenterie et on voit des nappes blanches, on a retrouvé des bribes et on voit des lampes de coursive en cuivre qui diffusent une lumière importante. C'est comme si on était en train de manger sur un paquebot du 19e siècle. À terre, dans ses archives et les livres de sa bibliothèque, Jean-Pierre poursuit ses recherches. Les archives m'indiquent après coup ce qu'était cette épave, mais elles ne m'ont jamais servi à découvrir une épave. C'est la recherche, la technique de la découverte qui m'intéresse plus que le romantisme de la découverte, justement. Actuellement, il y a une seule méthode pour trouver une épave, c'est d'aller au large, de plonger au hasard, d'essayer de plonger là où personne n'a déjà plongé. Et là, peut-être, vous avez une chance sur 100, une chance sur 1000, mais des fois, vous en trouvez. Et il faut plonger beaucoup, souvent. Chaque plongeur se passionne pour les épaves à sa façon. Dans son atelier de bijoutier, Patrice Trazera achève sa dernière création. C'est un casque de scaphandrier. Un casque scaphandrier. C'est pour qui alors? Pour un passionné de pieds lourds. Ben, c'est Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Ça fait que j'ai toujours un peu l'esprit, même quand je suis là à mon travail, j'ai toujours un peu l'esprit plongé, quoi. Les rêves et... Un peu la tête sous l'eau. Un peu la tête sous l'eau. Des navires engloutis, des avions disparus. Patrice photographie l'âme des épaves. Ça ne me suffisait pas de les voir, je voulais les ramener. Et ce qui est au fond, reste au fond, bien sûr. Après, je me suis rendu compte de quelque chose, parce qu'une épave, elle est appelée à disparaître. Et je me suis rendu compte que la photo arrêtait cette destruction. Mais c'est une sorte de pied de nez au temps, parce que la mer, que ce soit le Titanic, le Bismarck, ces grosses épaves peuvent être aussi grandes, aussi fortes, mais la mer les réduira en poussière. Refusant de passer au numérique, il continue d'utiliser son vieux boîtier argentique. Ses pellicules sont conservées au réfrigérateur. Patrice se prépare à une nouvelle plongée. Je trouve que
le noir et blanc, ça donne une image des épaves qui est fantomatique, quoi. Les fantômes, tu prends un bateau, tu le photographies en noir et blanc, c'est le Hollandais volant, quoi. Il y a le grain de la pellicule, il y a quelque chose dans le film qui sort, quoi. Ça marque, quoi. Ça marque. Ça révèle les épaves. Ah ouais, pour moi, ouais, ça leur donne vie. Au large de Bagnols-sur-Mer, sommeille l'épave du Saumur, un cargo réquisitionné par l'armée allemande et coulé en 1944 par un sous-marin anglais. Patrice plonge depuis toujours avec une équipe de fidèles frères de mer. Comme souvent, cette nouvelle plongée est profonde et très technique, avec une visibilité quasiment nulle. Ils assurent sa sécurité. À 18. C'est bon, 18 ? On décolle à 18. Hier, on avait 18, ça fait à peu près à 16, tu nous le dis. Ça fait 10-12 minutes de palier. C'est quelqu'un qui a fédéré une bande de copains, une bande de jeunes moniteurs autour de la plongée épave. Ordinaire, moi je l'ai sorti par des mers complètement agitées. Seul, il est descendu à des profondeurs où je tairais la profondeur exacte à l'air, sans aucune assistance, tout ça pour faire des photos que lui seul pourrait arriver à faire, il n'avait pas besoin de nous. À partir du moment où Guillaume vous fait signe OK ou je vous fais le signe OK, vous venez vous accrocher au pandille. Hein. Bon, on va descendre pour voir parce que l'épave va beaucoup bouger, il paraît, cet hiver. Donc on va s'en rendre compte par nous-mêmes. Et donc Franck, tu nous ouvres la route. Marc, tu restes avec moi pour l'éclairage. À 16. Je surveille, à 16, j'arrête tout le monde et tout le monde. Voilà. Les épaves passionnent les hommes sur toutes les mers du monde. Au nord-est de l'Australie, dans l'archipel des Vanuatu, Alan Power veille sur le président Coolidge, une immense épave. Couchée sur le flanc, la carcasse d'acier de près de 200 mètres de long repose entre 20 et 70 mètres de profondeur. Le président Coolidge a sombré ici en 1942. Et depuis, rien n'a bougé. Les munitions, la cargaison, tout est resté à bord. Grâce à cet Australien qui, depuis 43 ans, protège le vaisseau des pillards. Comme au jour du naufrage, le président Coolidge s'offre à la curiosité des plongeurs qui viennent ici toucher l'histoire du bout des palmes. Alan connaît par cœur l'histoire du navire qui a sombré ici dans le canal, à quelques mètres du rivage. Le 26 octobre 1942, le président Coolidge arrive au port. C'est alors qu'il touche une mine. Après l'explosion, il sombre en 1h30. Par chance, l'équipage et les 5000 soldats arrivent à regagner la terre ferme. You see the buoy up there? Yes. Buoy floating there? Vous voyez la bouée qui flotte là-bas? It's floating. Elle flotte exactement au-dessus de la proue. So the ship is much closer Le bateau est vraiment très proche. than that buoy to the shore. That's how the ship ran aground. Voici le bateau au moment du naufrage. That's how the ship looks at the present Et voici time. comment il se présente aujourd'hui. You can see the size of the divers Vous voyez la taille du plongeur à côté des grandes ouvertures? in the hole there. À l'intérieur, dans les cales, on retrouve encore des camions, des tanks, des fusils, des casques, Bullets. des balles, du matériel médical. It's still full. Il est complètement rempli de matériel militaire. Paquebot de luxe reconverti pour le transport de troupes, le Coolidge faisait route vers le front du Pacifique. The American Les Américains ont installé un champ de mines dans le canal. minefield across end of the canal. The captain was not told. Le capitaine n'avait pas été informé et juste en arrivant, il s'est pris une mine. Boom, it hit a mine. So the captain brought it straight in, brought her out. Donc il a dérivé jusqu'au bord et comme vous pouvez le voir, il s'est approché au maximum jusqu'à atteindre le sable en toute sécurité. Slowly, it started. Tout doucement, le bâtiment s'est incliné de plus en plus de l'autre côté. All the troops were told, leave all your equipment there. Les troupes ont tout laissé à bord car elles pensaient qu'ils allaient revenir et tout récupérer.
Il ne pensait pas que le navire allait couler. C'est pourtant ce qu'il a fait en 1 heure et demie. À 79 ans, Alan continue de veiller sur le Coolidge, interdisant aux plongeurs toute remontée d'objets ou de matériel. Avec le temps, Alan Power a rassemblé des archives précieuses concernant l'histoire du Coolidge. Une histoire qui commence en 1931 dans le luxe et les paillettes des stars d'Hollywood et de la jet set, qui s'offrent alors les plus belles croisières. Là, c'est le fumoir et la salle de jeu des premières classes. Voici la salle à manger. Pour voyager dans un luxe pareil, il fallait beaucoup d'argent. Tout le monde ne pouvait pas s'offrir la première classe. Deux piscines d'eau de mer, un salon de coiffure, un personnel de bord aux petits soins, des salons privés avec téléphone. Insouciants, les passagers traversaient l'océan Pacifique en passant par la mer de Chine. Le siège du barbier n'a pas bougé. Et dans la salle à manger, la statue en céramique de la Lady. Enseigne du navire, elle veillait sur le Coolidge. Aujourd'hui encore, elle semble protéger ses coursives fantômes et la mémoire d'une époque révolue. Frédéric, un Français passionné de plongée et d'histoire, va avoir la chance de visiter cette épave mythique avec Alan. À Banyuls, Patrice descend sur l'épave du Saumur, dans des conditions difficiles. Sans visibilité, dans une eau très froide et le courant, il va tenter de photographier le navire. Avec une équipe de plongeurs, Anne et Jean-Pierre Joncheret fouillent le Prophète, un navire du 19e siècle. Comme une sirène, Francine part chasser les poissons qui se cachent dans le ventre des épaves. Trésor du Pacifique, le président Coolidge est devenu un mythe pour les plongeurs. Vous allez rentrer dans la cale 2. Aujourd'hui, Alan accueille Frédéric, un Français de Eure-et-Loir. L'épave est accessible, mais il y a toujours un risque. On peut s'y perdre facilement. À près de 80 ans, Alan Power accompagne encore les plongeurs. Il leur transmet sa passion pour cette période mouvementée de l'histoire de l'archipel. C'est exactement ce que recherche Frédéric. Dans mon enfance, en fait, j'adorais regarder la série américaine Les Têtes Brûlées avec Papy Boyington. Et en fait, c'est ici que ça se déroule, quoi. C'est la même bataille. Et Papy Boyington, il était au nord de l'archipel, vers les Salomon. Et là, on va rentrer, en rentrant dans l'épave, en fait, on rentre dans l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un peu un privilégié. C'est un monument historique, mais qui a quelque chose d'encore très vivant. Il y a tout dedans encore, ce qui fait qu'on a l'impression d'être les premiers découvreurs d'un site archéologique en fait. C'est énorme quoi, c'est gigantesque en fait. C'est une énorme cathédrale, comme si on plongeait dans une cathédrale. Puis tout est en place, quoi. Tout est encore là, les obus, les casques. C'est de l'émotion à l'état pur en fait. Voilà, j'ai pas de mots. L'infirmerie est toujours là. Les flacons et leur contenu intacts depuis 70 ans. Frédéric réalise un rêve de plongeur, remontant le temps et l'histoire.
À un moment donné, on se retrouve dans un pont. Alors, je sais pas quel niveau c'était. Et donc, on voit les hublots. Alors, bon, bien sûr, le navire est sur le flanc, donc les hublots sont au-dessus de nous, quoi. Et on s'imagine avec les GIs là-dedans, quoi. Enfin, voilà, ouais. C'est encore vivant, c'est de l'histoire vivante, quoi. C'est... ouais, voilà, c'est que de l'émotion. Animés par une même fascination pour les épaves, nous quittons Alan dans le Pacifique et retrouvons Patrice qui plonge sur le Saumur en Méditerranée. Quand je descends, c'est comme si je descendais en même temps que lui. Donc j'arrive et peut-être ça fait sourire peut-être, mais pour moi j'arrive en même temps que lui et j'ai plus qu'à faire les photos. Pour certains, une mitrailleuse restera une mitrailleuse. Non, il faut penser que quand le plongeur pose la main sur la mitrailleuse, peut-être il y a 60 ans en arrière, il y avait un marin à ce poste en train de tirer des rafales sur un avion qui venait pour couler ce navire. Donc nous, on fait une incursion dans le passé. Et la photo témoigne de ce passé. À 40 mètres de profondeur, Patrice Trazera n'a qu'une vingtaine de minutes et 36 poses seulement sur sa pellicule. Dans cette eau trouble, le plongeur pourrait se perdre, oublier le temps et rester prisonnier de cet imposant navire de 107 mètres de long. Franck, son compagnon de plongée, garde un œil sur la montre et lui signale quand il faut remonter. Avant de retrouver la lumière du jour, les plongeurs font un long palier de décompression pour éliminer la saturation en gaz dissous dans le sang et éviter les accidents graves. C'est un régal toujours. On la découvre à chaque fois. Même qu'on la connaît, à chaque fois c'est une nouvelle plongée. Il y a toujours quelque chose que tu n'as pas vu avant. Quand je vois des fois les images, pour moi elles me parlent. Une coursive, pour moi je vois l'équipage passer, ou les passagers. Un escalier dans une épave, à l'intérieur, ben, je vois le capitaine descendre. C'est vrai que c'est lugubre parfois, mais il règne une atmosphère prenante et qui ne laisse pas indifférent. Quelque part, je reconnais que de les voir partir, parce qu'elles partent, hein, ça me fait quelque chose. Parce que j'entretiens avec elles une certaine relation. Je pense qu'il y a des épaves qui aiment les séances photos, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Il y a des épaves où on se fait peur, il y a des épaves qui nous font peur, il y a des épaves où ça se passe bien. Voilà. C'est un monde de mystère, de secret. Et c'est vrai qu'avec mon groupe, on le vit pleinement. Toujours en Méditerranée, mais au large du Cap Lardier, la campagne de fouilles sur le Prophète a débuté. Un travail d'équipe qui motive des passionnés bénévoles venus donner un coup de main à Anne et Jean-Pierre Joncheret sur le chantier. À 35 mètres de profondeur, les restes de la coque de ce navire du 19e siècle indiquent l'emplacement du naufrage. À l'aide d'une suceuse, les plongeurs dégagent le sable autour de l'épave et tentent de retrouver des objets. Un inventeur d'épave doit avoir certaines qualités, surtout de la suite dans les idées, surtout de la patience.
Parce qu'il nous arrive des fois de plonger plusieurs centaines de fois sans rien trouver. Les 200 ans qui vont nous séparer d'un drame, d'un naufrage, eh ben, cette unité de temps elle va forcément se réduire parce qu'on va arriver juste, nous, quand on plonge sur ces épaves, c'est comme si le navire venait juste de sombrer. Parfois, c'est un simple bout de tuyau qu'on remonte en surface. Mais c'est une source d'informations précieuses pour Anne. Et on est les premiers, peut-être pas forcément sur le Prophète, puisque c'est une épave qui a été beaucoup plongée par les écoles de plongée, mais quand on découvre vraiment un gisement, une épave, on sait qu'on est les premiers à revenir dessus 200, 300 et voire 2000 ans après. Je vous ai remonté la cargaison du Prophète. Des os, et encore des os, et toujours des os. Pour faire de la colle, ou pour faire du charbon animal. Très souvent, on est catalogué chercheur de trésors. Et c'est très mauvais parce qu'on a l'impression que du moment que vous mettez un scaphandre autonome, vous allez trouver votre trésor. Moi, je n'en ai jamais trouvé depuis 50 ans que je plonge. Le trésor, pour nous, c'est un trésor de savoir de quand ça date et d'où ça vient. À 33 ans, Francine a choisi de vivre sa passion à 100%. Quand elle ne fait pas des bulles au fond de l'eau, elle court, soigne son alimentation et améliore son souffle pour devenir d'une plongée à l'autre une sirène parmi les poissons. Francine se passionne pour la chasse sous-marine, une discipline qu'elle pratique sur les épaves du Var, où les poissons se reproduisent. Aujourd'hui, elle plonge sur l'épave d'un cimentier qui a fait naufrage près de l'île de Porquerolles. Francine retrouve Sandrine, une amie qu'elle initie aux techniques de l'apnée. Une épave qui n'est pas grande, avec des hublots, elle est super bien conservée, ça fait un gros plateau. Tu as 2 hublots et ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'elle n'est pas très profonde. Donc si tu n'es pas en forme, tu peux y aller quand même. Et tu as des faisceaux bleus qui passent à l'intérieur. Avec les hublots, ça te fait des Star Wars. Ouais. Non, mais là, par exemple, tu as voulu venir là, mais pourquoi? C'est une ambiance en fait. J'ai des jeux de lumière, tu es dans le noir complet et tu regardes à droite, tu as une ouverture bleue turquoise et tu vois, au lieu de voir passer des oiseaux, tu vois passer des poissons. C'est super rigolo. C'est toi ça. Toi et tes poissons, toi et ton bleu. Elle me fait rêver. Rien que je la vois nager, déjà, elle me donne envie d'aller dans l'eau. Et rien que quand elle me raconte tout ça, j'ai juste envie de mettre ma combi et sauter à l'eau avec elle. Elle n'est pas dans le même monde que nous, elle. Elle est dans sa bulle, elle, sa bulle bleue. Donc j'ai envie qu'elle m'y emmène dans sa bulle bleue, moi. Les épaves, c'est une deuxième vie qu'on leur offre. Voilà, c'est un drame en surface, mais sous l'eau, elles reprennent vie, et elles sont utiles et les poissons se fixent. Et les épaves, c'est plein de failles, d'entrailles, de petites cachettes, de petits... Il y a de l'ombre pour les congres, pour les mostelles. Il y a des animaux qui aiment l'ombre, qui aiment le noir, donc elles vont pouvoir se réfugier dedans. D'autres qui aiment bien tourner, et puis il y a des prédateurs qui aiment bien tourner autour parce que c'est comme un frigo géant, je pense. Et non, là, les épaves, ça a toujours attiré la vie. Alors c'est gelé. Ah ouais? Oui. C'est ça ta bouche? Gelé. Et je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de poissons. Je pense qu'ils sont en train de mourir de froid eux aussi. Je vais revérifier en cas. Vas-y, vas-y. Ben moi je prends mon fusil, je me promène, je me mets dans l'eau. Et là si j'ai une jolie dorade qui passe ou un rouget ou quoi, ou un denti, et ben oui je lui tire dessus, mais pour moi c'est pas un affront. À l'abri dans les cales, un petit sard s'offre à sa flèche. C'est juste que ben voilà, je vais le respecter, c'est un acte écologique. Parce que je vais choisir la taille, je vais choisir l'espèce. Et je vais le ramener chez moi, je vais le manger, je vais le partager.
pas manger. Pas mal. Tout poisson tué sera mangé. Je vais essayer d'en faire un deuxième pour ce soir quand même. Ouais. On est nombreux à manger sur les poissons. Allez, allez. Sitôt pêché, sitôt mangé. Tu veux de l'oignon? Du vrai? La pêche du jour est partagée avec la famille de Sandrine. Merci. Citron? Non, Ouais. ça. Certains disent qu'elles ont une âme. D'autres n'y voient qu'un objet de recherche et de connaissance. Quand la passion des épaves vous prend, elle ne vous quitte jamais. Attiré, aimanté, fasciné, on y retourne encore et encore.